Docteur Anne-Marie Charpentier, médecin radio-oncologue au CHUM, professeure adjointe de clinique, Université de Montréal. Je vais prendre place juste ici. Oui, on peut les applaudir. Docteur Erika Patoski, chirurgienne oncologue, professeure agrégée de clinique, Université de Montréal, chef de service chirurgie oncologique au CHUM. Docteur Saïma Hassan, médecin, chirurgienne oncologue, CHUM, professeur agrégé, Université de Montréal. Et finalement, notre modératrice qui n'a plus besoin de présentation à ce stade-ci, Marie-André Côté. Alors, bonjour à vous toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la chirurgie a longtemps été le traitement de première intention dans le traitement du cancer du sein, avec la radiothérapie, la chimiothérapie, etc. Et au cours des dernières années, en fait plusieurs années, il y a de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire qui sont survenues. Alors, Dr Patoski, aujourd'hui, de plus en plus de patientes se voient proposer un traitement systémique, c'est-à-dire un traitement qui va aller partout dans le corps, un peu comme la pas un peu, comme la chimiothérapie. Avant la chirurgie. Pourquoi? Premièrement, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Donc, effectivement, historiquement, la chirurgie, c'était la pierre angulaire du traitement du cancer du sein. Malgré une bonne chirurgie, on savait que le risque de récidive était quand même élevé. Donc, on a développé, comme vous avez dit, la chimiothérapie et d'autres traitements. Donc, maintenant, on a l'immunothérapie, des thérapies ciblées, l'hormonothérapie. Et on donnait historiquement, encore une fois, toujours après l'opération. Oui. Donc, chirurgie et par la suite, traitement systémique. Et depuis, je dirais, plus qu'une vingtaine d'années, et encore plus aujourd'hui, on amène la chimiothérapie et les autres traitements systémiques avant l'opération, si on est capable de le faire. Fait que nous, la première chose qu'on fait quand on voit une patiente avec un cancer, c'est la première décision à prendre, c'est est-ce qu'on peut donner un traitement systémique avant. Puis sinon, on procède à l'opération et par la suite, on regarde le rapport de pathologie puis on prend des décisions après. Mais il y a des bénéfices de le faire avant. Fait que nous, comme chirurgiens, on voit que la chirurgie est plus facile. Les marges sont plus larges. On peut des fois faire une mastectomie partielle au lieu de faire une totale. Des fois, on voit une femme de 35 ans avec une grosse masse triple négatif. On lui donne la chimio-immunothérapie avant l'opération, ça fond. Par la suite, elle a une petite mastectomie partielle, puis elle est très heureuse. C'est vraiment incroyable. Au niveau des ganglions aussi, on enlève beaucoup moins de ganglions. On les fait tester pendant l'opération. On est plus ciblé, donc on n'a pas besoin d'enlever 35 ganglions pour rien avec le risque de lymphédème. Tout ça à cause du traitement avant l'opération. Puis la dernière chose, je dirais, c'est qu'on sait si ça fonctionne, le traitement. On voit le rapport de patho, puis on a l'idée si ça a bien fonctionné ou pas. Et sinon, ça nous donne l'opportunité de donner d'autres traitements après. Puis si ça fonctionne bien, on fait notre petite danse que ça a super bien fonctionné, puis on est content. Puis on n'a pas besoin peut-être de donner plus de traitements par la suite. Oui, c'est beaucoup moins invasif, en fait, pour la chirurgie. Exact. La chirurgie est vraiment plus facile. OK. Oui. Excellent. Qui peut bénéficier, quelles patientes peuvent bénéficier du traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant la chirurgie? Fait que comme on dit aux patientes, il faut être sûr qu'il faut donner un traitement adjuvant après. Pour donner la chimiothérapie à quelqu'un, il faut vraiment qu'on soit sûr que ça prend la chimiothérapie. Et puis, des fois, on ne le sait pas. Surtout quand les récepteurs hormonaux sont positifs, la HER2 est négatif, on ne sait pas si ça prend la chimiothérapie ou pas. Fait qu'on préfère procéder à l'opération avant et par la suite, on décidera avec le rapport de patho. Mais en général, toutes les masses triple négatifs, les HER2 positifs, ou vraiment des jeunes patientes avec des récepteurs monopositifs HER2 négatifs, mais avec des ganglions touchés, on sait que ces patientes-là vont voir la chimiothérapie après. Okay. Donc, on sent très à l'aise de le donner avant. OK. Merci. Docteur Hassan, existe-t-il des tests pour aider à déterminer quelle personne atteinte d'un cancer du sein hormonodépendant peut bénéficier de la chimiothérapie? Donc, depuis les dernières, maintenant, ça faisait depuis environ 2010-2011, on commençait à utiliser un test génétique, ce qui s'appelle un oncotype, ou précisément un test recurrence score,
pour savoir quelle patiente avec un cancer de sein hormonodépendante a vraiment besoin d'avoir la chimiothérapie et qui n'a pas besoin de la chimiothérapie. Ce test-là est un test génique, une génique de 21 gènes qui évalue l'expression de différentes sortes de gènes, puis ça gère un score. Ce score-là, ça vient de 0 à 100, mais on utilise ce score-là pour prédire le risque de chaque patiente individuellement pour avoir une récidive d'un cancer du sein. Donc, ce test a évolué. Au début, on l'utilisait surtout dans le contexte où les ganglions étaient négatifs, mais récemment, dans les dernières années, même les patients qui sont les ganglions positifs, 1 à 3 ganglions, dans ce contexte-là, on peut utiliser ce test-là pour savoir si ces patientes ont vraiment besoin de la chimiothérapie. Donc, ça a vraiment changé la manière qu'on pratique chez les patients qui ont un cancer de sein hormonodépendant et avec les ganglions qui sont positifs, qui n'ont plus besoin de la chimio, qu'auparavant, on pensait qu'on avait tous besoin de la chimio. OK. J'ai 2 petites questions pour préciser. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats là, de 1 à 100? Qu'est-ce qui détermine qu'on va avoir ou pas? Donc, c'est un petit peu complexe à résumer, mais à la même temps, je vais essayer de discuter dans une façon un petit peu moins complexe, mais on va essayer. Donc, si on évalue en principe le contexte ganglion négatif, donc dans ce contexte-là, on utilise un seuil de 26. Si on a un seuil plus de 26 ou plus, on a besoin de chimiothérapie sans faute. Mais si on a un score moins de 26, surtout dans le contexte de patients qui ont plus de 50 ans, on est 100% certaine qu'on n'a pas besoin de chimiothérapie. Par contre, s'il y a un score qui est entre 18 et 26, c'est ce qu'on appelle une zone grise. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, on a des discussions avec les patientes, mais également, on utilise des autres facteurs cliniques pour savoir c'est quoi peut-être le vrai risque de la patiente. OK. Dans le contexte dans les ganglions positifs, on n'a pas besoin de la chimiothérapie dans le contexte quand les patientes sont ménopausées. Mais dans le préménopausé, la valeur de ce test-là n'est pas encore prouvée selon une étude clinique. Puis, il y a des études cliniques qui vont venir bientôt pour mieux résoudre cette question. OK. Puis, pour parfaire ma culture, le test de l'oncotype qu'on entend souvent avec les médecins, est-ce qu'il est fait avant la chirurgie, après la chirurgie? À ce moment-là, c'est approuvé dans le contexte après la chirurgie. OK. Donc, surtout parce qu'après la chirurgie, on saurait c'est quoi le contexte des ganglions, si les ganglions sont impliqués ou non. Avant la chirurgie, oui, il y a une étude qui a montré que les résultats des biopsies sont fiables. Par contre, ce n'est pas encore approuvé par le gouvernement dans ce contexte-là, mais c'est vraiment une situation cas par cas et les centres sont un petit peu différents dans la manière comment ils traitent ça. Donc, après chirurgie, c'est soins de standard, aucun problème, et c'est ça la manière qu'on pratique d'habitude. Actuellement, c'est ça. Mais la recherche continue pour voir si éventuellement on ne pourrait pas le faire avant. Exact. Parfait. Dr. Patoski, vous nous avez dit que la chimiothérapie néoadjuvante, donc avant la chirurgie, permet d'éviter l'évidement axillaire. Mais comment on s'y prend pour vérifier qu'il ne reste plus aucune cellule cancéreuse dans les ganglions? Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la patiente va voir son traitement néoadjuvant. Et les radiologistes sont, chez nous, en tout cas, sont exceptionnels, puis dans plusieurs centres, sont capables vraiment de cibler le ganglion qui avait le métastase auparavant. OK. Donc, à la biopsie initiale, il y a un marqueur qui est placé dans ce ganglion-là. Et maintenant, les ganglions avec le traitement vont diminuer en taille. Puis, le radiologiste va retrouver ce ganglion qui était positif auparavant. Et chez nous, c'est une bille radioactive qu'ils vont placer. Mais on peut placer d'autres technologies, MOLY ou un MagSeed ou une broche guide pour aller chercher ce ganglion-là, pour être vraiment précis.
et on fait une biopsie ganglion sentinelle en même temps. Fait que la patiente est endormie, on opère le sein, on enlève le ganglion qui était positif auparavant, on fait la radiographie, le radiologiste nous appelle au bloc, il dit oui, vous l'avez, on est content. Pendant la chirurgie. Pendant. OK. Fait qu'on est content, on l'a, fait qu'on le sait. Puis là, on enlève les ganglions sentinelles, on envoie tout au bloc, en pathologie du bloc opératoire, puis là, on attend. Fait qu'on fait d'autres choses. Souvent, il y a des plasticiens avec nous. On travaille beaucoup avec les chirurgiens plastiques au CHUM. Fait que souvent, on ferme le sein, le plasticien est là, on travaille ensemble. Et le pathologiste nous rappelle lui-même pour dire, bien, c'est beau, tout est beau, il n'y a plus de cellules cancéreuses dans les ganglions. Wow. Donc, on dit, parfait, fait que le sein est déjà fermé, puis on réveille la patiente. S'ils nous disent, malheureusement, il reste du cancer, mais là, la plupart du temps, on va retourner puis on va enlever d'autres ganglions. Mais ça, ce extra step-là de valider où le radiologiste, c'est vraiment une belle collaboration, où le radiologiste place la bille, le pathologiste nous appelle, on valide les imageries, ça permet d'éviter tous ces ganglions-là inutilement. C'est vraiment beaucoup moins invasif pour la patiente, les risques de lymphodème, etc. C'est vraiment bénéfique pour la patiente. Alors, dans les traitements pour le cancer du sein, on vient de parler des chirurgies, mais on a aussi évidemment la radiothérapie, Dr Charpentier. Donc, est-ce qu'il y a eu il y a eu plusieurs avancées avec la radiothérapie, particulièrement avec la COVID? Oui. Ça a accéléré un petit peu les avancements. Donc, Dr Charpentier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la radiothérapie partielle accélérée, à qui s'adresse ce traitement et quels sont les avantages? Donc, la radiothérapie en cancer du sein précoce où les ganglions ne sont pas atteints, le sein est encore en place, donc on vient, avec la radiothérapie, réduire le risque de récidive. Traditionnellement, on traitait vraiment toute la glande mammaire, donc même si le cancer est tout petit, 4 mm, bien enlevé avec des bonnes marges par le chirurgien, pour prévenir le taux de récidive, on a toujours, depuis des décennies, traité l'entièreté du sein avec les techniques puis les machines qu'on avait qui étaient un petit peu limitées. Nos machines ont beaucoup évolué dans les dernières décennies, puis ce qui est maintenant possible, c'est de cibler en fait juste la région du sein qui a été opérée par le chirurgien parce qu'on sait que si le cancer a à revenir, ça va être dans la majorité des cas proche de où il était initialement. Donc, avec nos machines actuelles qui nous permettent de faire la radiothérapie qu'on dit par modulation d'intensité. Donc, on vient vraiment porter la dose juste sur la portion de la glande qu'on veut traiter. On peut cibler juste cette région-là et ça nous a permis, en fait, de réduire pour beaucoup de patientes le nombre de séances de radiothérapie. Donc, au lieu de traiter sur 15 séances quotidiennes, 25 séances quotidiennes, ces traitements plus accélérés, partiels du sein, se donnaient traditionnellement sur environ 5 séances. Donc, on peut faire à chaque jour ou chaque 2 jours. Donc, ça réduisait non seulement le volume du sein qu'on traitait, mais aussi le nombre de séances là, pour les patientes. Puis, ça s'adresse vraiment à des cancers précoces du sein, donc des cancers de petite taille avec des caractéristiques favorables, donc des récepteurs hormonaux positifs, HER2 négatifs, des faibles grades, des marges à bonne distance. On peut aussi, pour certains cancers in situ, canellaires in situ, appliquer ce même genre de radiothérapie partielle qui est disponible dans la majorité des centres. Auparavant, il fallait vraiment, pour traiter une partie seulement de la glande, y aller avec des techniques qui n'étaient pas disponibles. Donc, on peut penser à de la brachy ou de la curithérapie, donc d'aller vraiment insérer des cathéters radioactifs temporairement pour traiter juste une partie du sein. Maintenant, on le fait de façon bien standard dans tous les centres au Québec. Wow! Encore une fois, c'est beaucoup moins invasif, donc on ne touche pas au tissu sain. Donc, il y a beaucoup moins de, si on pense là, proche du sein, il y a le cœur, les poumons, il y a l'autre glande mammaire. Donc, quand on traite beaucoup moins de volume du sein, on peut réduire facilement la dose là, aux organes aux alentours, effectivement. OK. Là, dites-moi si c'est le terme dont on vient de parler, mais la radiothérapie hypofractionnée, est-ce que c'est ce que vous venez de dire, qu'avant, on avait, par exemple, 15, 20, 25 traitements, puis maintenant... Ça ressemble un peu à ce que je viens de dire, mais c'est dans un contexte différent. Donc, la radiothérapie dont on a parlé là, à la question précédente, c'est la radiothérapie accélérée partielle du sein, mais avec la COVID, en fait, et
aussi de façon naturelle. On sait que de venir pour plusieurs semaines pour les patients, ce n'est pas quelque chose de convivial. Puis au niveau de l'efficience de nos ressources en santé qui sont limitées, ce n'est pas idéal. Donc, pour la majorité des cancers, oui, pour le sein, mais aussi pour d'autres cancers, comme le cancer de la prostate, le cancer du rectum, par exemple, on essaie de trouver des recettes qui sont équivalentes en termes de biologie, de doses qu'on donne pour tuer les petites cellules qu'il resterait, mais les faire de façon beaucoup plus condensée. Donc, la condensation de cette dose-là, c'est de l'hypofractionnement. On donne une plus grosse dose par jour, mais qui, au total, va être équivalente à ce qu'on donnait sur plusieurs séances. Puis, on a des études, en fait, qui nous montrent que c'est tout aussi efficace, c'est tout aussi sécuritaire aussi, puis ça permet de réduire les visites. Puis, effectivement, dans le contexte du cancer du sein, donc même quand on traite toute la glande mammaire et non pas juste la partie du sein, on peut offrir ces séances sur 5 séances là, aux patientes. Puis c'était une étude qui est arrivée pendant la pandémie et qui a permis de maintenir là, le traitement des patientes là, en radiothérapie pour un cancer du sein. Donc, on est passé de 15 visites dans nos départements à 5 visites pour une bonne partie des patientes. Donc, si jamais, des fois, il y a des patientes qui viennent encore chez nous et qui disent « Ah, je ne viens pas 15 fois, 25 fois. » Oui, c'est ça. Et ça fait vraiment quelques années. Donc, maintenant que beaucoup de patientes peuvent être traitées sur 5 séances seulement. Donc, on réduit les temps de déplacement, on réduit aussi pour les accompagnateurs le temps nécessaire là, pour venir au traitement. Donc, c'est tout le monde qui gagne. Là. Ça s'applique pour des cancers du sein, en fait, par contre, qui sont pas avancés, des patientes qui n'ont pas eu de reconstruction. Si on a des reconstructions, si on a des ganglions atteints, on reste encore avec les 3 semaines de radiothérapie, là, 4 semaines pour l'instant. OK. Puis est-ce qu'il y a des recherches pour savoir si éventuellement... En fait, c'est ça, une étude canadienne qui est en train de regarder pour des patientes qu'on traite au niveau des ganglions si on pourrait aussi condenser en 5 visites plutôt que 15 ou 20. Donc, c'est en cours. On a bien hâte de savoir si on peut réduire le nombre de séances de radiothérapie pour ces patientes aussi avec des cancers plus avancés. En tout cas, ça simplifie vraiment la vie des femmes, là, des patients, des proches aidants également. Là, mais quand on pense aux gens qui viennent de l'extérieur pour avoir leur traitement tous les jours, ça réduit vraiment les incidences pour eux. C'est fantastique. Existe-t-il des solutions, Dr Charpentier, pour lesquelles on ne peut proposer de radiothérapie? Là, peut-être que vous venez de me répondre. Là, après une chirurgie partielle. Bien, en fait, la question, est-ce que tout le monde a besoin de radiothérapie après une chirurgie partielle? Puis la réponse, c'est probablement non. On sait que certaines patientes, en fait, ont un taux de récidive qui est faible après une chirurgie partielle. Puis les patientes chez qui on a des récepteurs hormonaux positifs vont prendre de l'hormonothérapie qui va réduire encore le risque de récidive. Donc, qu'est-ce qu'on vient gagner avec l'ajout de la radiothérapie? Ça peut être faible en termes de risque absolu qu'on diminue. On parlait tantôt du risque absolu, mais ça reste des petits chiffres des fois parce que le risque il est faible à la base. Des patientes plus âgées, des petites tumeurs, encore là, des faibles grades avec des bonnes marges. Donc, on avait une étude, en fait, qui a été publiée il y a quelques temps là, par nos collègues ontariens, chez qui, si on observe ces patientes-là, le taux de récidive est similaire, dans le fond, au taux de récidive dans l'autre sein. Donc, dans le fond, c'est des taux qui sont bas, qui sont de l'ordre de 2 %. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des traitements de radiothérapie pour ces patientes-là? Le bénéfice, il peut être faible chez certaines. Donc, c'est quelque chose qu'on discute de plus en plus avec les patientes qui remplissent ces critères quand même assez stricts-là. Est-ce qu'elles veulent vraiment faire les traitements ou est-ce qu'elles préféraient prendre leur hormonothérapie? C'est sûr, par contre, que les patientes qui sont réticentes à l'hormonothérapie, là, à ce moment-là, la radiothérapie a beaucoup plus de poids là, pour réduire le risque de récidive. Donc, ça devient d'autant plus indiqué de le proposer. Là. Oui. Et je me permets un petit éditorial. On revient sur la présentation précédente où on disait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent l'hormonothérapie sans en parler à leur médecin. Je pense que ça démontre comment c'est important de garder le lien avec l'équipe de soins parce que si on décide d'arrêter l'hormonothérapie alors qu'on n'a pas eu de radiothérapie parce qu'on prenait l'hormonothérapie, il y a des liens interdépendants, donc c'est important de parler avec son équipe de soins à ce sujet-là. Excusez-moi. Toujours pour vous, Dr Charpentier. Oui. Pouvez-vous nous parler de la radiothérapie peropératoire, qui s'appelle RTPO, par faisceau d'électrons?
Ouais. Donc, la radiothérapie, traditionnellement, se fait dans des cliniques externes, donc en dehors de l'hôpital. Mais en fait, c'est dans l'hôpital, mais une partie qui n'est pas dans le bloc opératoire. Les patientes, habituellement, viennent quelques semaines après leur chirurgie. La plaie est bien fermée. On a le rapport de pathologie finale. On sait si on a besoin de chimio ou pas. Donc, on a vraiment tous les détails. Pour certaines patientes, par contre, il y a certains hôpitaux, dont le CHUM, qui a fait l'acquisition d'accélérateurs, donc de machines de radiothérapie qui peuvent aller à même le bloc opératoire. Donc, c'est une salle du bloc opératoire qui est très spéciale parce qu'on a besoin d'un blindage pour protéger tout le monde, le personnel soignant. Donc, des patientes encore un peu comme qui, on parlait tantôt des patientes avec des petites tumeurs de faible grade, qu'on pense que, dans le fond, le risque de récidive est vraiment très local et faible. Au lieu d'attendre le rapport de pathologie finale, des fois, il y en a qui trouvent que c'est quand même beaucoup de venir nous voir, après venir pour la planification des traitements, après venir pour 5 séances. Les patientes qui habitent plus loin, qui ont un conjoint ou quelqu'un à la maison de malade, qui n'ont peut-être pas l'énergie de venir par la suite. Donc, c'est ces patientes-là, des fois, qui trouvent intéressant de faire la radiothérapie pendant la chirurgie. Donc, nous, on vient avec notre équipe de technologues en radio-oncologie, le radio-oncologue, les physiciens médicaux. On vient assister le chirurgien. Pendant que la mastectomie partielle est faite, on va venir installer notre appareil de radiothérapie. On va mettre du blindage pour pas que la radiothérapie traverse là. Donc, on fait le blindage, on donne le traitement pendant que la patiente est sous sédation. Ça rallonge de quelques minutes la chirurgie, mais après, on évite là, chez la majorité des patientes d'avoir à revenir dans un deuxième temps. Donc, le CHUM a acquis cet appareil-là en 2020. On a traité la première patiente en février 2021. À date, il y a peut-être une 46 patientes là, qui ont bénéficié de ce traitement-là au CHUM. Un appareil un peu similaire aussi, là, mais qui n'est pas par électron, mais qui est en salle d'opération, qui est disponible au CUSUM. Ça reste que c'est des technologies nouvelles, mais qui peuvent être intéressantes là, chez les patientes des fois qui ne veulent pas revenir par la suite. On s'assure toujours, par exemple, le ganglion est négatif, donc on n'aura pas besoin de leur donner de la radiothérapie plus étendue que ce qu'on envisageait à la base, là. Wow, c'est tout un avancement quand même. C'est une belle collaboration aussi parce que on est comme là avec les chirurgiens. On fait vraiment un travail de collaboration pour bien positionner le faisceau de radiothérapie dans la cavité opératoire, là. Puis, un des avantages, en fait, c'est qu'il n'y a pas de dose au niveau de la peau. Donc, souvent, pendant la radiothérapie, il y a la rougeur là, à cause des brûlures là, à la peau de la radiothérapie. Là, il y a vraiment, la peau ne voit pas la radiothérapie, donc on évite cet effet secondaire-là. Docteur Patoski, vous travaillez également avec un projet de recherche qui est innovant, qui serait employé pendant la chirurgie. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 8 ans. Puis avant ça, c'était... en fait, c'est Valérie Léveillé. C'est une Québécoise PhD en génie mécanique qui a eu cette idée-là, qui a collaboré avec un radio-oncologue, Phil Wang. Puis là, j'ai rentré dans le décor. Puis dans le fond, on utilise le plasma. Puis le plasma, c'est un gaz. Puis il y a des espèces réactives là-dedans, hélium, il y a de l'oxygène, puis aussi des électrons, des ions. Et il y a un applicateur qu'on a développé au fil des années. Puis on peut appliquer ce gaz-là, ce plasma, sur la cavité chirurgicale ou sur des lambeaux cutanés. Puis ça tue des cellules tumorales sans tuer les cellules normales. Ça, c'est l'idée de base. Fait que là, on a tout fait les essais chez les souris. C'est vraiment incroyable. Et là, ça a tout passé par Santé Canada, approuvé Santé Canada, ainsi que les comités scientifiques et éthiques au CHUM. Puis la première patiente, on va faire cet été au CHUM. Fait que l'idée derrière ça, puis moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est vraiment développé au Québec, supporté par le gouvernement, puis je pense que ça va être quelque chose d'excellent. Puis un jour, le but, c'est d'éviter des traitements de radiothérapie, désolée, pour des femmes. Pas bon signe, c'est correct. Mais plus que ça, ce serait d'éviter de récidive pour les femmes. Une fois c'est fait, l'opération est faite, elle n'a pas besoin d'avoir le souci ou beaucoup moins que ça va revenir dans les cavités ou dans le sein. Puis aussi, ça va nous aider pour les mastectomies avec reconstruction, parce qu'on fait énormément, Dr. Hassan et moi, des mastectomies avec reconstruction. Puis il y a toujours des craintes au niveau de la lambeau cutanée, parce qu'on laisse la peau pour pas qu'on voit une cicatrice quand la patiente porte un décolleté. Fait que là, l'idée éventuelle, c'est d'être capable d'appliquer un plasma au niveau des lambeaux
pour justement garder la peau en place puis ne pas avoir cette inquiétude par la suite. Puis il peut avoir besoin de la radiothérapie sur les reconstructions, mais vous n'aimez pas ça non plus sur les reconstructions. Non. Fait que c'est ça l'idée. Fait que de base, fait que je vais vous donner des nouvelles, j'espère, dans 1 an ou 2. Là, vous laissez savoir comment ça a été. On veut savoir l'avancement des choses, comment ça s'est passé avec cette première patiente. Merci. Est-ce que je me trompe, Dr. Patoski, où ce projet-là est financé par le gouvernement, mais est-ce que la Fondation? La Fondation aussi, également. Donc, la Fondation, oui, désolée, je ne l'ai pas mentionné, mais la Fondation, mais c'est pas moi qui regarde la partie monétaire. Fait que Non. Je sais, mais je sais, puis ça a gagné un prix, le meilleur au Canada, le meilleur projet biomédical en innovation. Wow! Fait que, il y a 2 semaines. Fait que, il y avait un prix aux États-Unis, un prix en Australie, au UK puis au Canada, puis ça l'a gagné pour le Canada. Fait que, oui. Oui. Donc, on commence justement avec 18 patientes dans la première cohorte. Fait que, on verra. Puis merci pour le soutien de la Fondation. Donc, c'est très encourageant, évidemment, de voir toute cette recherche, toutes ces avancées avec des traitements qui sont beaucoup moins invasifs, qui amènent beaucoup moins d'effets secondaires aussi. Donc, c'est vraiment, on voit que la recherche, c'est hyper important. Je peux en témoigner. Ayant un cancer métastatique, s'il n'y avait pas la recherche, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, Dr. Hassan, à votre tour. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouvelles thérapies pour le cancer du sein triple négatif? Oui, donc ça, c'est un aspect que je suis vraiment intéressée, car j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais au niveau de clinique, le cancer du sein triple négatif est un cancer qui manque l'expression d'estrogène, progestérone et HER2, un facteur de croissance. Donc, pour plusieurs années, le problème avec ce genre de cancer, c'est que ça manque les traitements ciblés. On avait plein de chimios qu'on donnait, et même jusqu'à 5 ou, je peux dire, 10 ans avant, on donnait les mêmes chimios qu'on donnait aux autres patientes avec un cancer de sein hormonodépendant. Mais depuis les dernières 7 ans, la manière qu'on traite le cancer de sein triple négatif a vraiment évolué. Oui. Tout d'abord, au niveau de chimiothérapie, on avait ajouté une autre molécule, le carboplatin, parce que ça nous avait dit que ça améliorait la survie sans événement. Mais tout récemment, dans les dernières 2-3 ans, on avait ajouté l'immunothérapie. Le cancer du sein triple négatif est la seule sous-type où ça a montré un bénéfice pour l'immunothérapie. Quand c'est donné dans le contexte néoadjuvant, ça veut dire avant la chirurgie, puis continuer après la chirurgie. L'immunothérapie, la manière que ça marche, c'est que ça stimule le système immunitaire dans une manière qui est capable de cibler le cancer. Donc, c'est une façon d'attaquer le cancer en utilisant le système immunitaire de chaque patient. La molécule qui a été approuvée, c'est le pembrolizumab, puis ça a montré qu'il y avait une importante amélioration à fondre les tumeurs pendant la chirurgie. Puis également, tout récemment, les résultats ont montré qu'il y a une amélioration en survie sans événement, même à 5 ans, que ça a amélioré à 9 %. Donc, cette molécule a été approuvée par Santé Canada et également par INES l'année passée. Et c'est maintenant une partie du standard de soins pour les patientes avec le cancer du sein triple négatif. OK. Excusez-moi, je vous ai perdu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les inhibiteurs du PARP? Oui. Les inhibiteurs de PARP ou les inhibiteurs de PARP, c'est une molécule qui est ciblée contre la réparation d'ADN. Sans aller dans trop des détails scientifiques, c'est une molécule qui est donnée oralement et c'est seulement pour les patients avec une mutation en BRCA1 ou 2. Donc, au début, les premières études étaient montrées dans le contexte métastatique que cet inhibiteur de PARP peut améliorer la survie sans progression. Donc, on avait commencé à avoir un bénéfice dans ce contexte-là.
Mais le plus grand avantage était noté dans le contexte où les patients ont reçu le traitement en néoadjuvant, puis il y avait une maladie résiduelle. Ça veut dire que la chimio ou immunothérapie n'avait pas fondu le cancer au complet. Puis, dans ce contexte-là, il y avait un bénéfice dans une survie globale et c'était la seule molécule qui a montré ce genre d'amélioration en survie globale pour les patientes avec le cancer du sein triple négatif. L'autre chose, c'est important à savoir que la mutation en BRCA1 ou 2, ce n'est pas seulement chez les patientes avec un cancer du sein triple négatif, ça peut être également les patients qui ont un cancer du sein hormonodépendant, HER2 négatif. Donc, ça se pourrait avoir un bénéfice dans ces genres de patients également. Excusez-moi. Pardonnez-moi, soyez indulgents, c'est mon petit cerveau de chimiothérapie. Et là, je vais essayer de l'utiliser pour vous résumer ce que vous venez de me dire. Je vais le lire parce que je vais passer à côté. Si je comprends bien. Les inhibiteurs de PARP, c'est comme des agents chargés de réparer l'ADN. On veut qu'ils réparent les cellules saines, mais pas qu'ils aident à réparer les cellules cancéreuses. Jusque-là, ça va? On veut pas qu'ils touchent. C'est le contraire, ça va bien? Oui. On veut qu'ils réparent les cellules cancéreuses, mais sans toucher aux cellules saines. J'espère que ce que je vais continuer à dire a du bon sens. Corrigez-moi. Donc, les inhibiteurs de PARP bloquent les équipes de réparation dans les cellules cancéreuses. Qu'ils reconnaissent grâce aux mutations de BRCA. En empêchant de réparer leur ADN, ils sabotent les cellules cancéreuses et les rendent plus vulnérables au traitement. J'ai réussi? Oui. Yes. Merci. L'immunothérapie. Si je comprends bien, il y a des protéines appelées des points de contrôle situées sur la surface des cellules normales qui permettent au système immunitaire de les reconnaître pour éviter de les attaquer. Mais il arrive que les cellules du cancer, donc les cellules cancéreuses, utilisent ces protéines pour se déguiser en cellules saines et ainsi éviter d'être attaquées par le système immunitaire. Donc, les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sont des médicaments qui bloquent les protéines en question pour démasquer les cellules cancéreuses. Exactement. Et donc permettre au système immunitaire de fonctionner puis d'agir sur les cellules cancéreuses. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Bonjour. On est rendu là, je crois. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va y aller par alternance. On a déjà plusieurs questions Slido. Vous avez été très réactifs, très intéressés, je crois, par le sujet. Et il y a aussi il y a une personne qui s'avance au micro aussi. Donc, je commence avec une question Slido, puis je vous passe la parole tout de suite après. Alors, on nous demande ici, pourquoi le marquage en radiothérapie est fait par tatouage permanent plutôt que des pigments temporaires qui s'atténuent progressivement une fois par an et qui ne nécessitent pas d'intervention de retrait par la suite? Donc, pourquoi le tatouage permanent pour le marquage en radiothérapie? Qui voudrait répondre? Docteur Charpentier. Oui. Donc, c'est quelque chose vraiment d'historique, mais on est tout à fait conscient que ça devrait disparaître. Puis on essaie de travailler, entre autres, au CHUM. Là, on a un projet pour les patients de cancer du sein. Celles qui ne veulent pas de tatou, on leur demande de le préciser parce qu'il y a de plus en plus d'autres options. Historiquement, on n'avait pas vraiment de repérage
tant technologique que ça sur les machines. Donc, on traitait vraiment avec une imagerie en 2 dimensions. Maintenant, toutes les patientes qui viennent chez nous ont vraiment une imagerie en 3 dimensions avant chaque traitement de radiothérapie. Donc, vraiment s'assurer qu'on traite à la bonne place, c'est de plus en plus possible sans se fier tant que ça au tatou. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec la question du public, puis c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je parlais avec Dr Guimont tantôt, là, qui travaille au Centre Se Reconstruire, qui m'a aussi parlé de ça. Donc, on essaye là, de plus en plus de penser à des choses qui enlèveraient ce petit tatou permanent qui nécessite là, vraiment que ce soit de détatouer par la suite, mais au coût de la patiente. Ou sinon, quand on le garde, on sait que c'est pas quelque chose qui nous rappelle nécessairement un bon souvenir. C'est un souvenir de notre parcours oncologique. Donc, mais ça va s'en venir dans les prochaines années. Les équipes médicales sont tout à fait sensibles là, à ce point-là. Donc, on progresse. Oui, oui, oui. Mais j'avoue qu'on progresse, Martine, parce qu'à mon époque, qui était une époque, c'était au crayon Sharpie. Alors, c'était très salaud, entre guillemets, et il fallait recommencer sans arrêt. On ne pouvait pas laver. Donc, le tatou était quand même une avancée, mais il reste encore à faire. Mais on peut aller encore plus loin. Absolument. Excellent. La question du public maintenant, on vous écoute. Alors, moi, ma question va être d'ordre très général et très pratique en même temps. Avec tout ce qu'on entend sur les innovations, les nouveaux traitements, tout ça, je me demandais, puis sans que ça soit un désaveu de notre équipe traitante, mais la possibilité peut-être des fois de changer d'établissement ou de demander un deuxième avis parce que, comme je dis, c'est pas des fois qu'on n'est pas bien soigné, mais des fois, ça peut être intéressant de voir dans un autre établissement, l'organisation des soins peut peut-être mieux nous convenir, l'approche, tout ça. Donc, je sais qu'en théorie, à la lumière de la première conférence qu'on a eue comme patiente, on peut toujours changer d'équipe ou de demander un deuxième avis, en théorie, mais dans la pratique, est-ce très compliqué? Est-ce qu'on s'engage dans un processus où des fois on se dit, le réseau est tellement engorgé que si je veux changer d'établissement, est-ce que là, je m'embarque dans quelque chose, dans une bataille ou enfin bref? Donc, vous vous interrogez sur la faisabilité de tout ça parce qu'en théorie, c'est possible, mais dans la pratique, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir un rendez-vous, de demander vos médecins. Puis si vous ne vous sentez pas à l'aise de demander votre oncologue ou votre chirurgien, peut-être votre médecin de famille, de vous référer dans un autre centre qui vous intéresserait. Puis de prendre contact, avoir un rendez-vous. Parce que ça se peut que dans votre centre, c'est des superstars. On lit votre dossier, c'est parfait, on ne fait rien de différent, on vous rassure, puis ça vous donne juste une deuxième opinion, puis c'est parfait. Puis ça se peut aussi que nous, on pourrait vous dire, on le fait autrement ou il y a d'autres façons de faire. Puis à ce moment-là, on pourrait discuter ensemble les prochaines étapes, comment on peut procéder. Mais ça arrive, moi, je dirais 50-50. Les gens qui viennent nous voir, il y a 50% sont juste rassurés, puis ils retournent dans leur centre, puis c'est simplement une deuxième opinion. Puis des fois, ça fait du bien juste entendre d'une deuxième personne que vous avez exactement les soins que vous avez besoin. Mais je pense que c'est ça la première étape, de demander et obtenir un rendez-vous. Oui. Parfait. Donc, on explore comme ça. Parfait. Puis ça, c'est assez simple, avoir un autre rendez-vous, avoir un rendez-vous si on va voir notre médecin traitant. Oui, vous réfère, vous voyez quelqu'un, vous rentrez dans le système, vous discutez, puis même entre nous, on fait des deuxièmes opinions. Si nous, on n'est pas sûr, la patiente n'est pas sûre, vous voyez un deuxième chirurgien, souvent, vont dire la même chose, des fois un peu une approche différente, ou l'oncologie, même chose, une approche différente, puis c'est bien correct. D'avoir le plus d'opinions possible, d'avoir le plus d'informations possible. Absolument. Parfait. J'ai une autre question, Slido ici, qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, on n'aura plus besoin de chirurgie après les traitements systémiques? Donc, si je peux répondre à cette question. Il y a effectivement des études qui ont commencé à aborder cette question, puis je pense qu'il y a des études qui vont continuer. À date, il n'y a pas des preuves qu'on est capable d'ignorer ou mettre la chirurgie après les traitements néoadjuvants. Il y a également des études qui voudraient regarder si on peut en mettre la radiothérapie après les traitements néoadjuvants. Donc, c'est un sujet qui est en train d'être à la recherche, puis on va continuer à suivre cet enjeu.
Puis la même chose, souvent la radiothérapie elle est donnée après en adjuvant, mais il y a des études, entre autres, là, une étude au CIUS de l'Est de l'île de Montréal auxquelles vont se greffer d'autres centres au Québec, mais qui regardent est-ce qu'on peut donner cette radiothérapie-là avant la chirurgie. Quand la tumeur elle est en place, là, on irradie beaucoup moins de volume, puis en fait, ça permet de donner le traitement, d'attendre quelques mois. Il y avait déjà une première étape de cette étude-là qui a été faite il y a quelques années. Là, ils ont changé un petit peu le moment de la chirurgie, donc c'est des choses aussi qui se font de voir est-ce qu'on peut retarder, mais faire la radiothérapie en néoadjuvant, ce qui était peu fait en cancer du sein. Là. Wow. Excellent. Une dernière question, Slido, avant notre mot de la fin. Est-ce que la survie est la même entre la chirurgie partielle combinée à la radiothérapie versus la mastectomie totale? Celui-là est facile à répondre. La réponse est oui. Ben voilà. Elle est pareille. Il y a un NSBP 0,4. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont déjà fait ces études-là. Ils ont fait au tout début, puis c'est beaucoup, les Québécois aussi, Dr. Robidoux. Vous vous souvenez de Dr. Robidoux, là? C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui était précoce dans l'idée. Et Dr. Poisson aussi, même avec les deux travaillent ensemble au tout début. Puis là, ils ont vraiment dit, c'est vraiment les Québécois qui ont dit ça, que la mastectomie partielle plus radiothérapie, ça équivaut à la mastectomie totale. Puis donc, maintenant, on est rendu à NSABP 62, 63? 4. 64? 64. Mais fait que ça, les chiffres augmentent, right? Mais NSBP 0,4, c'était justement ça. Mastectomie partielle avec radiothérapie versus mastectomie totale, suivi de 35 ans, puis la survie est pareille dans les bras. Donc, fait que, on le sait que celui-là a répondu. Vraiment, c'est ça. Mais c'est la risque de récidive locale, la question. Parce que si tu gardes le sein, c'est sûr, il y a plus de chances que le cancer va revenir dans le sein que si on enlève le sein au complet. Fait que c'est ça la subtilité de la question. Fait que le risque n'est pas élevé parce qu'on a des radio-oncologues qui vont irradier. Fait que le risque n'est pas élevé, mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire que le risque est exactement pareil de faire une mastectomie puis faire une partielle. Mais la survie est pareille. Parfait. Merci. De là, ça vient le choix des patientes aussi de décider qu'est-ce qu'elles préfèrent, puis au niveau comme de leur santé personnelle aussi, là, en termes de préférence. Là. Parfait. La fameuse balance dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, Dr. Patelski, au niveau des chirurgies, on favorise vraiment de plus en plus les chirurgies partielles par rapport à la mastectomie totale va être réservée plus pour des situations précises. C'est paradoxal, hein, au CHUM en tout cas, parce que nous, on fait énormément de mastectomie totale, parce qu'on voit beaucoup de jeunes femmes avec des cancers multicentrés. Oui. Fait que si on a une masse au niveau du sein, c'est vraiment bien une partielle, si on est capable d'enlever la masse au complet puis garder une esthétique raisonnable. Mais si c'est éparpillé un peu tout partout dans le sein, mais là, ça prendrait une mastectomie complète pour avoir des marges saines. Et comme, justement, on travaille avec les plasticiens, on fait entre 15 et 24 cas conjoints avec la plastie par semaine. Par semaine? Par semaine. Fait qu'on fait plus que 500 cas par année conjoints ou plus. Donc, ils sont toujours avec nous. Fait qu'on décide si on fait un redrapage ensemble ou si une mastectomie complète avec reconstruction ou sans reconstruction. C'est le choix de la patiente. Mais là, nous, on voit au CHUM beaucoup plus de ces patientes-là. Mais je suis d'accord avec vous, une masse unique, c'est une mastectomie partielle que ça prend. OK. Ouais, je vous remercie infiniment. Alors, je pense qu'on est rendu à On est rendu au mot de la fin. Déjà, ça Il y a une passe question. si vite. Oh, il y a une question. Ah, une question. Allez-y rapidement. Quelle est votre opinion pour la mastectomie contralatérale? Moi, je ne sais pas de quoi on parle, donc qui peut... Je peux commencer. Donc, tout d'abord, Excusez-moi, Dr. Hassan, pouvez-vous reprendre juste la question? Je ne suis pas sûre que tout le monde a bien entendu. si j'ai bien compris, c'est quoi notre avis par rapport à une mastectomie contralatérale? Exact. Contralatérale. Donc, pour répondre à cette question-là, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, on devrait évaluer s'il y a un aspect génétique au niveau d'un facteur de risque pour développer un autre cancer du sein et si les critères sont remplis pour avoir un test génétique. Parce que si la patiente a une mutation en BRCA1 ou 2, on avait parlé de traitement inhibiteur de PARP, mais au niveau de chirurgical, ça veut dire que la patiente également peut avoir un bénéfice d'une mastectomie totale bilatérale. Donc, ça, c'est la première chose à savoir s'il y a un risque génétique ou non. S'il n'y a pas un risque génétique,
Donc, après ça, ça devient, au niveau de emblée, tous les chirurgiens ne vont pas commencer à faire une mastectomie totale à contralatérale. Par contre, c'est toujours une discussion à avoir avec les chirurgiens, avec les patients, à comprendre c'est quoi les inquiétudes, qu'est-ce qui se passe. Mais en général, ce n'est pas qu'on fait, c'est vraiment un cas par cas décision. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la routine. Parfait. C'est beau? C'est correct. Non? OK. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé aujourd'hui, à nous informer encore plus, à nous éduquer encore plus. Puis, ça nous permet de voir aussi qu'il y a beaucoup de développement avec des bénéfices pour les patientes, des traitements qui sont moins invasifs, des chirurgies moins invasives. Donc, c'est la recherche qui permet d'arriver à tous ces constats-là. Donc, merci infiniment d'avoir participé. Et puis, je te retourne la parole. Merci, Marie-André.